Bétail, bœuf, burger. Bœuf. Mâle de l'espèce bovine que l'on a châtré pour le rendre plus propice à l'engraissement ou plus docile au travail. Exemple, le regard bovin. Figure-toi que ce qu'il y a dans nos assiettes représente un quart de notre empreinte carbone totale. Consommer 1 kg de viande par semaine correspond à émettre 1 tonne de CO2 à l'année. C'est au moins 14% des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui sont causées par le secteur de l'élevage. En plus d'être un émetteur de CO2 non négligeable, l'agriculture industrielle intensive, dont l'élevage fait partie, c'est également la première cause de déforestation et de déclin de la biodiversité. Au-delà des pets de vaches méthanisés dont on parle souvent, sache qu'avant de fournir les étals de boucherie, on consomme beaucoup d'eau et on provoque des pollutions au nitrate, parfois massives à cause de l'accumulation des déjections, comme ce qui a pu se passer en Bretagne. Et puis beaucoup d'animaux sont nourris avec du soja génétiquement modifié, importé du Brésil, donc pas la porte à côté. C'est notamment le cas d'élevage industriel de porcs et de volailles low cost bien de chez nous. Au passage, pour augmenter la production de soja, on fait quoi en Amazonie? Eh ben, on déforeste. Et pourtant, une alternative est possible pour à la fois garantir une alimentation saine pour le bétail et limiter l'accaparement des sols. Un modèle d'agriculture écologique respectueux de l'environnement. Dans le modèle traditionnel, l'élevage utilise les terres agricoles qui sont à la base elles-mêmes utilisées pour faire pousser des cultures nécessaires à la consommation humaine. Ici, l'élevage ne va pas empiéter sur ces terrains indispensables pour faire pousser des pommes de terre, des carottes et autres légumineux et céréales. Non, 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 on change de paysage. Et on envoie les ruminants, vaches, moutons, chèvres, sur des espaces non dédiés à la consommation humaine, comme des zones de montagne par exemple. En plus de ne pas accaparer des terres déjà utilisées, le bétail est hyper important pour l'entretien de l'écosystème. Et même là, il reste encore la question, enfin le problème du transport. Transport des veaux qu'on envoie engraisser dans d'autres fermes que celles où ils sont nés, et parfois même dans d'autres pays. Après, un camion direction l'abattoir, puis un autre camion, réfrigéré celui-là, vers les ateliers de découpe, et encore un camion pour arriver dans les commerces et restaurants. Et encore, je vous parle même pas du gaspillage alimentaire, je le réserve pour la lettre G. Puisqu'on parle de restaurants, rappelons que l'humanité n'a jamais consommé autant de viande et que notre consommation continue d'augmenter chaque année. D'après les chiffres de la FAO, en 2016, 317 millions de tonnes de viande ont été produites dans le monde. Ça correspond à une hausse d'à peu près 20% au cours des 10 dernières années, et c'est pas terminé. On estime que la consommation de viande devrait encore augmenter de 13% en 2026. Vu l'impact environnemental dont on vient de parler pour élever les animaux, mais aussi pour cultiver la nourriture qu'ils mangeront, c'est hyper important de développer la consommation de protéines végétales. Par exemple, avec les légumes, les céréales ou les légumineuses, comme les lentilles ou les pois. Pour te donner un ordre d'idée, on trouve 26 g de protéines pour 100 g de steak haché et 22 g de protéines pour 100 g de blanc de poulet. Maintenant, si on va chercher la protéine végétale, ça donne quoi? Autant dans les céréales, c'est vrai qu'on a du mal à trouver un équivalent en valeur protéinique. 17 g dans l'avoine et 13 g dans le quinoa pour 100 g. Mais damn, les protéines dans les légumineuses, on en trouve autant que dans la viande. Les lentilles, 25 g. Les pois cassés, 24 g. L'arachide, 26 g. On en a même qui explosent tous les records de la viande. Alors même si on n'en mange jamais 100 g d'un coup, on trouve plus de 35 g de protéines dans 100 g d'amandes ou de graines de courge. Je reviens juste sur la définition que j'ai donnée au début. Elle parlait engraissement ou docilité. On comprend très rapidement que l'animal n'est vu que comme une ressource. On l'utilise, on l'exploite. Et à quel moment on se soucie de son bien-être? Je vous épargne les nombreuses vidéos alarmantes et difficiles à visionner montrant la détresse et la souffrance animale, notamment dans les abattoirs et élevages industriels. Mais ça reste une bonne occasion de se questionner sur le pourquoi. Pourquoi est-ce si difficile de concevoir que l'animal, par exemple le bœuf, peut souffrir? La souffrance désigne la capacité à ressentir la douleur. C'est à la fois l'expérience de la douleur et la perception de la menace. Or, pour percevoir une menace, il faut une conscience, vous suivez? Si les animaux souffrent, ils seraient dotés de la même conscience que l'homme. Même si les animaux ne s'expriment pas verbalement, leur comportement témoigne de leur souffrance. Le cri d'un animal hurlant devant un abattoir ou le désarroi d'une vache face à la perte de son veau ne fait aucun doute que la souffrance est commune. Alors attention, il est important de ne pas faire de généralité. Certains éleveurs respectent le bien-être de l'animal, mais quand il s'agit de grosses productions, d'élevage intensif, il est clair que le bien-être de l'animal n'est pas au sommet de l'échelle des priorités. Aujourd'hui, le bien-être animal a du mal à s'imposer dans le récit que la société nous raconte autour de la viande. Alors, revenons un peu en arrière. Avant, manger de la viande, c'était quelque chose d'exceptionnel, un luxe. La base de l'alimentation
était composée de légumes. Seuls les riches pouvaient se permettre d'acheter de la viande. Puis, la société étant devenue plus stable et le niveau de vie général meilleur, on s'est représenté la viande comme indispensable pour devenir grand et fort. Comme si manger des muscles, ça faisait des muscles. Alors que 1. Elle mange quoi la vache déjà? Et 2. Jusqu'ici, on avait vécu principalement sur un régime légumineux. Et on vivait plutôt bien, non? D'ailleurs, au Japon, ce sont bien les plats qui accompagnent le riz et non l'inverse. Le repas se dit gohan, ce qui signifie littéralement riz cuit. Cela montre l'importance accordée à cette céréale. Versus en France, où la viande est le plat principal et éventuellement, on a une feuille de salade sur le côté pour accompagner. Pour participer à ce changement de récit, il y a beaucoup de choses à faire. Quand c'est possible, premièrement, consommer moins de viande, mais de meilleure qualité en passant par des petits producteurs, des artisans locaux qui font de la viande fermière nourrie à l'herbe. Deuxièmement, évitez les plats cuisinés à base de viande à l'origine incertaine. Et si vous le sentez, remplacez petit à petit les protéines animales par les protéines végétales. Et alors, si vous êtes maxi chaud, passez au régime 100% végétal. J'avoue que moi-même, j'y suis pas encore arrivé. Je suis flexitarien. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire que je mange de la viande, mais je la consomme de façon plus raisonnée, moins souvent, et quand j'en mange, je m'assure qu'il s'agit d'une viande de bonne qualité. Et là tu dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vais jamais pouvoir faire ça ou j'ai pas d'idée. Je te propose de regarder dans la description, on t'a mis des liens avec quelques idées de recettes pour en faire chez toi en fonction des saisons. Des gnocchis de pommes de terre au blé complet, des petits burgers végé maison, du houmous. Si toi aussi, t'as une petite passion pour le houmous, hashtag passion houmous. Alors, ça donne pas envie? Encore une fois, j'ai pas toutes les explications ni toutes les réponses, mais je vous invite à partager, à commenter, à faire vos retours et à échanger toutes vos bonnes pratiques pour participer au nouveau récit que l'on veut construire pour demain, avec plein de magnifiques végétaux trop délicieux dans nos assiettes. C'était pas si compliqué si? Cliquez sur la cloche et engagez-vous.